Bienvenue à ce webinaire organisé par la QDFL avec la collaboration de BCF Avocats d'affaires. Je me présente, je suis Marie de Tarlet, directrice aux affaires publiques de la QDFL et animatrice de ce webinaire. Merci de bien vouloir accepter l'enregistrement de cette rencontre, ainsi nous pourrons vous le transmettre pour un revisionnement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un expert de BCF, Maître Pascal Lauzon. Il nous présentera le projet de loi 96 et le règlement sur la langue du commerce et des affaires, conséquemment modifié, qui entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025. Il vous donnera des exemples concrets sur la manière dont ce règlement affecte et affectera l'emploi de vos marques de commerce et vos relations d'affaires. Voici le déroulement proposé pour la prochaine heure. Je débuterai par vous présenter une biographie de notre expert. Ensuite, M. Pascal Lauzon présentera la loi 96 et son règlement. Puis, il répondra à vos questions. Voici les instructions pratiques pour bien profiter de ce webinaire. Afin de permettre la fluidité de l'événement, vos micros et vos caméras ont été automatiquement désactivés. Vous pouvez poser vos questions et partager vos commentaires en tout temps au fur et à mesure du webinaire dès que vous le souhaitez via l'onglet « Discussion et chat » au bas de votre écran. Nous nous y reviendrons au moment de la session de questions. Je vous présente notre conférencier, Maître Pascal Lauzon. Fort de sa vaste expérience, de ses compétences scientifiques, de sa grande polyvalence et de son sens du pragmatisme, Pascal Lauzon se veut l'un des plus grands spécialistes au Québec en matière de litige de propriété intellectuelle. Chez BCF, depuis plus d'une vingtaine d'années, son expertise lui permet d'agir rapidement et efficacement au bénéfice de leurs clients. Lorsqu'il s'agit de faire cesser une transgression de leurs droits de propriété intellectuelle ou encore de porter assistance à une société accusée, à tort ou à raison, de violer les droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie. La pratique de Pascal touche tant les enjeux de marque et de brevet que les questions relatives aux droits d'auteur, aux dessins industriels et aux secrets commerciaux. Médiateur accrédité par le Barreau du Québec, il accompagne de nombreuses entreprises afin de trouver des solutions pratiques et avantageuses leur permettant d'éviter de longues disputes commerciales. Il conseille également plusieurs clients sur des questions réglementaires en matière d'affichage et de publicité, que ce soit par rapport à la charte de la langue française, aux communications électroniques et à l'étiquetage. Pascal est également agent de marque de commerce par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, OPIC, et siège sur le comité consultatif de la présidente de la Commission des oppositions des marques de commerce. Il est un pilier des groupes propriété intellectuelle, d'Internet et de litige de BCF. Sans aucun doute, nous bénéficions de la bonne personne pour nous aiguiller sur la loi 96 et son règlement. J'invite donc Maître Pascal Lauzon, avocat, agent de marque de commerce du cabinet BCF Avocats d'affaires, à vous présenter la loi 96. Maître Pascal Lauzon, la parole est à vous. Start vidéo, bon. Ah, bon, est-ce que c'est... bonjour, merci Marie, bonjour à tous.
je vais savoir, est-ce qu'on peut me mettre à l'écran pour qu'on puisse me Oui, voir? je vais tenter Vous de allez vous mettre. constater que la photo qui est à l'écran prédate la COVID. Je me suis fait pousser une barbe depuis, puis ma conjointe aimait ça, donc je l'ai maintenue. Bon, pendant on trouve à allumer la vidéo, juste peut-être un petit résumé sur l'objectif ici. C'est sûr qu'il y a, bon, tout le monde connaît un peu la Charte de la langue française. On en parle, on en reparle depuis 2 ans en raison de la, de la loi 96. Plusieurs choses ont été dites. Il y a un petit peu d'ambiguïté, de rumeurs. Donc, le but de la réunion est de démystifier un peu tout ça, puis surtout rassurer les gens que c'est moins imposant que pourraient le laisser croire certaines rumeurs ou certains journalistes. Donc, si on pouvait passer directement à la première diapo, puis oui, non, la prochaine. Donc, je vais peut-être un peu de recul, là, si des gens qui s'en souviennent. Moi, je suis né en 74, fait que je m'en souviens pas trop, mais dans les années 50, 60, 70, lorsqu'on venait à Montréal, on ne pouvait pas deviner qu'on était dans la deuxième ville francophone du monde. Montréal avait vraiment une image anglophone. Les gens dans les commerces abordaient les clients en anglais. Les gens dans les usines travaillaient souvent en anglais. Puis les immigrants arrivant choisissaient bien souvent d'aller à l'école en anglais. Donc, ce qui mettait vraiment un poids là, sur le maintien du français au Québec, qui rendait ça difficile. Donc, lorsque le Parti québécois a été élu en 76 ou 77, ils ont adopté la Charte de la langue française. C'est un choix de société qu'on a fait au Québec, puis qu'on a maintenu depuis près de 50 ans maintenant, puis qui exige l'affichage en français, qui oblige les compagnies québécoises à avoir un nom français. C'est pour ça des fois qu'il y a des compagnies qui s'incorporent au fédéral pour pouvoir contourner cette exigence-là. On a le droit d'être servi en français dans les commerces. On a le droit de travailler en français. Les nouveaux arrivants qui vont à l'école publique sont obligés d'aller à l'école en français, ce qui a quand même eu un effet bénéfique pour freiner le déclin du français au Québec et particulièrement à Montréal, où il y a une plus grande population anglophone et allophone. Puis c'est certain que ça impose un coût sur les entreprises. Mais comme je disais, c'est un choix de société qu'on a fait, mais c'est un coût, je veux dire, qui s'ajoute aux autres coûts que les entreprises doivent respecter, comme respecter les lois du travail, respecter les lois environnementales, payer ses impôts, tout ça. Donc l'anomalie, c'est que en fait, le fait, c'est que c'est une anomalie en Amérique du Nord, donc c'est pour ça que c'est un peu une drôle de bébite. Puis même des fois, je donne des conférences sur le sujet en France, puis même les Français sont épatés par certaines exigences. Parce que si si vous êtes allé à Paris récemment, vous aurez peut-être constaté qu'il y a beaucoup d'affichage en anglais. C'en est triste, bien franchement. Ça, c'est un commentaire un petit peu personnel. Donc, c'est ça, la Charte de la langue française a été adoptée en 76 et puis qu'on appelle la loi 101. Et puis, il y a 2 ans, l'Assemblée nationale a adopté la loi 96. Donc, certaines personnes se demandent ben, pourquoi 96 vient après 101. C'est parce qu'à chaque élection, puis chaque fois qu'on repart une nouvelle un nouveau gouvernement qui entre en vigueur, bon, les projets de loi repartent à zéro. Là, donc, on a aussi le projet de loi 21 dont on parle, qui est bien après la loi 101. En tout cas, donc ça, c'est un peu, c'est un peu la raison du pourquoi. Là. Puis, donc, en gros, la loi 96 touche, en fait, met à jour, renforce la Charte de la langue française à bien des égards. Donc, pas juste en matière d'affichage et de marque de commerce, ce dont on va parler aujourd'hui, puis d'étiquetage, mais aussi en droit du travail, en droit des contrats. Maintenant, par exemple, il y a certains types de contrats qui doivent nécessairement être en français. En matière de litige, les compagnies doivent les procédures judiciaires qu'elle dépose à la Cour doivent être en français. Puis il y a des contestations judiciaires. On va voir où tout ça va, mais pour l'instant, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, ça semble pas trop faire, en tout cas, l'objet de disputes devant les tribunaux. Donc, si on passe à la prochaine diapo,
c'est que, c'est ça, la Charte de la langue française encadre et limite, dans une certaine mesure, l'utilisation d'une langue autre que le français. Donc, je mets ça en guillemets, parce qu'on n'impose pas nécessairement le français, puis on n'interdit pas, mais la phrase qui est utilisée, c'est une langue autre que le français. Donc, il faut faire un peu de linguistique, puis il faut parfois se poser la question, mais qu'est-ce que le français? Puis un exemple, il y a quelques années, parce que il y a en 96 de mémoire, la charte de la langue française avait été amendée parce que pour exiger une présence suffisante de français dans l'affichage. Donc, ça prenait donc, il y avait une exception pour des marques dans des langues autres que le français, mais à partir de 96, il fallait ajouter une présence suffisante du français, ce qui est une exigence dont on va parler tout à l'heure parce que c'est une modification majeure apportée par la loi 96. Donc, les restaurants Scores que vous connaissez probablement tous, qui vendent du poulet et côte levée et ont des bars à salade fort intéressants, nous ont appelés pour savoir s'ils devaient ajouter quelque chose sur leur affichage. Bien que certains restaurants Scores avaient une présence suffisante de français parce qu'on disait Scores, poulet, côte levée. Certains avaient juste Scores d'écrit. Puis la première chose que j'ai faite, je me suis posé la question, est-ce que Scores est un mot qui est dans une langue autre que le français? Puis même si ça a une origine anglaise, le verbe scorer est accepté dans le dictionnaire. Tu scores s'écrit avec un S. Un score, des scores. Le Canadien n'a pas de très bons scores dernièrement. C'est du français. Donc, c'est du français. Donc, c'est pas parce qu'on le prononce en anglais ou on pense que c'est pas du français que ce n'est pas. Puis aussi, on peut pousser un peu la discussion à savoir quand est-ce qu'un mot latin est devenu un mot français, combien de temps ça prend avant qu'un mot d'origine étrangère soit accepté par les dictionnaires. Il y a ça. Donc il y a une zone grise là, qui j'estime, peut être avantageuse si on a des problèmes avec le fils de la langue française, dans ce sens qu'on peut toujours argumenter qu'on est en présence d'une langue qui n'est pas autre que le français. Puis, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que des mots qui sont dans aucune langue, des mots inventés, ne sont pas du tout proscrits ou interdits ou réglementés par la charte. C'est comme si c'est un mot inventé, je vous donne un exemple, Kodak, pour une marque de commerce qui n'est pas un mot, Kodak, ça compte comme si c'était du français. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue autre que le français. Et puis, je vais vous donner un autre exemple fort intéressant. On avait un client il y a quelques années qui s'appelait Cafection, qui n'est pas un mot dans aucune langue, mais c'était une contraction de café et perfection. C'est une compagnie qui vendait des machines à café. Et puis, ils voulaient changer leur nom pour Evoca. Evoca, qui est pour Évolution Café. Puis lorsqu'ils ont voulu faire leur changement de nom auprès du registraire des entreprises du Québec, qui exige une dénomination sociale en français, on leur a dit, ben non, vous ne pouvez pas parce que Evoca, c'est il évoque en espagnol. Donc, on a bien beau essayer d'argumenter que c'est une contraction de deux mots français, mais la résultante est un mot qui est dans une langue autre que le français. Et puis, il a fallu ajouter les entreprises ou quelque chose du genre pour que le nom soit accepté par le registraire des entreprises. Et puis, un autre exemple que j'ai eu il y a quelques années concerne la compagnie d'assurance AON. Vous connaissez peut-être AON. Et puis, parce qu'un des clients du bureau, c'est le propriétaire de l'immeuble où se trouvent les bureaux d'AON ici à Montréal. Puis, il me demandait s'il fallait qu'il ajoute assurance sur l'édifice pour être conforme. Puis, moi, mon réflexe, c'était, bien, AON, c'est pas un mot dans aucune langue. Là. Puis, on m'a dit, oui, oui, AON, c'est une compagnie irlandaise. Et puis, AON ou AON, c'est le chiffre 1 en gaélique irlandais. C'est comme, bon, gaélique irlandais, théoriquement, c'est une langue, mais est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Est-ce que ça sera perçu comme une langue? Donc, on a décidé de laisser ça tranquille, puis il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que l'Office de la langue française n'a pas des agents qui se promènent partout, puis qui regardent tous les mots, puis qui essaient de voir si on est conforme ou pas. C'est à 99 ou 99,9 des cas de plainte, en fait, d'avis de non-conformité, si on veut, viennent de plaintes. Les plaintes viennent de gens. Si les gens ne voient pas, ne peuvent pas comprendre que c'est un mot dans une langue autre que le français, normalement, ça ne sera pas problématique. Et puis, juste pour terminer là-dessus, donc, ce n'est pas juste une question de mots,
l'exemple que je donne ici, c'est la syntaxe. L'ordre des mots en français, souvent, l'adjectif vient après, dans la plupart des cas. Donc, ici, on a comme ABC Technologies Inc. Ça serait plus perçu comme en anglais que Technologie ABC Inc. qui serait en français. Donc, c'est des fois des problèmes qu'on a avec le registre des entreprises lorsqu'il vient le temps d'incorporer des noms de compagnie. Donc, prochaine diapo. Donc, ce qu'on va surtout, donc ça, c'était un peu ce que je disais, c'est un peu une mise en table que je viens de faire. Puis, ce dont on va essentiellement parler aujourd'hui, c'est l'utilisation de langues autres que le français. Puis je fais une parenthèse ici. Souvent, les gens disent que la Charte de la langue française interdit l'anglais, mais ce n'est pas interdit l'anglais, elle interdit toute langue autre que le français. Sauf que le vrai problème dans notre contexte géographique, c'est souvent l'anglais. Quoique, des fois, il y a des restaurants italiens qui ont des problèmes, ça arrive. Donc, on va parler de l'emballage et de l'étiquetage, OK, que la loi 96 a apporté quelques changements, relativement peu. Donc, ça, je pense que vous allez être content d'apprendre ça. L'affichage commercial, c'est-à-dire comme les devantures de magasins et tout ça, c'est là où il y a eu le plus de changements qui pourraient affecter certains des membres de la QDFL, mais minoritairement, je dirais. Et puis, tout ce qui est matériel promotionnel, donc c'est-à-dire catalogue, site web, etc. Donc, il n'y a essentiellement aucun changement. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, si on peut passer à la prochaine diapo. Bon, donc, donc, comme je disais, il y a trois régimes dont on va regarder qui ont chacun leur propre particularité. Mais il y a quatre exceptions qui s'appliquent aux trois régimes, c'est-à-dire le nom d'une entreprise qui est établie exclusivement hors du Québec. Donc, les compagnies ontariennes ou new-yorkaises ou peu importe peuvent utiliser leur nom de compagnie sur leur emballage ou dans l'affichage sans avoir à l'employer, d'employer une traduction. Ici, ce qui est peut-être intéressant pour vous, c'est une appellation d'origine, de dénomination d'un produit exotique, une spécialité étrangère. Donc, par exemple, s'il y a des fruits et légumes qui n'existent pas vraiment en français dans des pays francophones ou anglophones, dont on n'a pas de mots en français, ça, c'est pas problématique. Toponymie désignant un lieu situé hors Québec, donc des mots de lieux, des noms de villes, comme New York, ça ne se dit pas en français, mais par exemple, Londres, c'est un mot français, mais London, c'est le mot de la ville, le nom de la ville en anglais. On n'a pas à utiliser obligatoirement la version française du nom du lieu. Et une marque reconnue, sauf si une version française est enregistrée, c'est ce dont on va parler à la prochaine diapo. Donc, oh non, on est allé une diapo trop loin, et voilà. Non, on est revenu trop loin. Donc, et voilà. Qu'est-ce qu'une marque reconnue? Donc, c'est ça. La loi, en fait, puis parlons, en fait, ce que vous parlez de la loi telle qu'elle est en vigueur présentement, parce que les modifications qui concernent ça en vertu de la loi 96 entrent en vigueur seulement le 1er juin 2025, donc dans 8 mois environ. Donc, qu'est-ce qu'une marque reconnue? En fait, l'Office québécois de la langue française a interprété cette exception-là originalement comme voulant dire une marque enregistrée. Puis un enregistrement de marque suit tout un processus. Et puis, ça a été contesté devant les tribunaux parce que la loi sur les marques de commerce définit ce qui est une marque, confère des droits à une marque de commerce, même si elle n'est pas enregistrée. L'enregistrement, c'est quelque chose de séparé. Donc, on a pu faire valoir avec raison. Donc, parce que dans le temps, je me rappelle, dès qu'on recevait une plainte, dès qu'un client recevait une plainte de l'Office de propriété de l'Office québécois de la langue française, on produisait une demande d'enregistrement de marque et puis on disait, ah, c'est une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, alors que ça aurait pu être n'importe quoi. C'était un peu ridicule, mais ça passait. Disait, ah, OK, merci, bonsoir. Puis il fermait le dossier. Mais après ça, il y a eu quelques décisions qui disaient qu'une marque de commerce qui n'était pas enregistrée bénéficiait de l'exception, mais il y a eu quand même de l'abus. Il y a certaines personnes qui prétendaient que leur slogan, qui était peut-être un peu plus qu'un slogan, était une marque, mais qui ne l'était pas. Donc, il y a une ligne à tracer dans tout ça. Et puis là, donc, qu'est-ce que la loi vient changer?
en fait, la loi venait corriger, si on lit le texte de la loi, elle vient corriger cette ambiguïté-là en faveur de l'interprétation précédente que prenait l'OQLF, à savoir que seules les marques enregistrées pouvaient bénéficier de l'exception, ce qui a vraiment créé un tollé pour plusieurs raisons. Parce qu'une marque de commerce, c'est pas enregistrable en claquant des doigts. Une marque de commerce, ça prend 2, 3 ans si tout va bien. C'est pas toutes les marques qui sont enregistrables. Il y a toutes sortes d'exceptions. En fait, parce qu'il pourrait y avoir une marque similaire qui est déjà enregistrée par quelqu'un d'autre, et puis cette personne-là, pour une raison ou une autre, tolère notre emploi d'une marque similaire, mais le registraire des marques de commerce nous interdit l'enregistrement en raison de cette marque-là. Donc s'il y a un peu d'arbitraire dans tout ça. Et aussi, c'est peut-être pour des petites entreprises, ou peut-être des plus grandes entreprises, mais qui ont une présence québécoise relativement minime, qui ont peut-être plusieurs marques qui sont employées au Québec, bien, ça devient exorbitant comme coût parce qu'on parle de 3, 4, 5, 6 000 par enregistrement de marque, dépendamment de la complexité des dossiers. Donc, si on a, mettons, un volume de vente parce que je me rappelle, j'avais une discussion avec des gens de l'ambassade et du consulat des États-Unis l'été dernier à propos de ça. Puis, eux autres étaient là, ben oui, mais on a des petits producteurs au Vermont, au nord du New York, là, qui vendent des choses au Québec, mais ils n'en vendent pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont tout simplement, est-ce qu'il va falloir qu'ils dépensent, gruger leur profit pour quelques années, faire enregistrer des marques? Donc, il y a eu des pressions politiques, en tout cas, je suppose, qui ont atténué, qui ont réussi à atténuer un peu cette exigence-là, parce que la première version du règlement sur en fait, les premiers amendements proposés au règlement sur la langue du commerce et des affaires assimilait la marque reconnue à une marque qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement. Donc, on revenait un peu à la façon dont l'OQLF travaillait dans le passé, c'est-à-dire que si vous aviez une demande d'enregistrement, on considérait que c'était une marque enregistrée, et puis ça passait. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Ce n'est pas parce qu'on produit une demande d'enregistrement qu'on va obtenir l'enregistrement. Puis encore, produire une demande d'enregistrement, ça coûte de l'argent, ça ajoute des coûts. Donc, tout ça pour dire que finalement, bonne nouvelle, quand la dernière version du projet de règlement sur la langue du commerce des affaires qui a été adoptée en juin dernier, qui a été publié et qui rentrera en vigueur en juin prochain, on a essentiellement annulé, c'est-à-dire le règlement vient annuler la loi, ce qui est une bizarreté totale en droit, mais écoutez, on va l'apprendre. C'est-à-dire qu'on revient à l'exception des marques reconnues. Donc, bonne nouvelle pour tout le monde, même si c'est une bonne idée, en fait, d'enregistrer ces marques de commerce pour diverses raisons, ce n'est pas une obligation. Donc, par contre, à l'exception, il y a une exception. On peut appeler une exception à l'exception. Si on a une marque, une version française de la marque qui est enregistrée, on ne bénéficie plus de l'exception. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée d'enregistrer la marque. Des fois, des sociétés ou des entreprises veulent se dire, ben, j'ai une version française, une version anglaise, est-ce que je devrais enregistrer les deux? Ben, si c'est des traductions littérales l'une de l'autre, parce qu'on veut protéger son achalandage contre la confusion, bien, le test de confusion au Canada s'analyse également à partir du point de vue du consommateur bilingue. Ça a été établi dans une décision qui date de plusieurs années, l'affaire Nutella contre Noixel, parce qu'il avait été conclu qu'un anglophone ne reconnaîtrait pas Noixel comme étant créant de la confusion avec Nutella, puis probablement pour le consommateur francophone unilingue non plus, mais quelqu'un qui est bilingue, qui sait que note et noix sont le même mot, Noixel, Nutella, ça a été donc, ça pour dire, vous pouvez enregistrer, si vous avez une marque en anglais ou dans une langue autre que le français à laquelle vous tenez, enregistrez-la et puis laissez tomber la version française. Et puis là, ce qui nous amène par contre à la question, à savoir, ben, est-ce qu'une marque est employée au Québec qui est française, qui est en langue française, au lieu de la marque qui est employée à l'extérieur du Québec? Est-ce que c'est forcément une version française? Donc, puis j'ai quelques exemples ici. Donc, on a Kentucky Fried Chicken, qui est d'ailleurs la marque qui est employée en France, et non Poulet Frit Kentucky. Là, on a vraiment une traduction littérale. Donc, si Poulet Frit Kentucky enregistrait la marque en français, elle ne pourrait plus bénéficier de l'exception, si elle voulait s'en prévaloir, d'employer la marque en anglais au Québec.
Là, on a des situations un petit peu plus ambiguës, à savoir, par exemple, le Office Depot, qui au Québec est bureau en gros. Ce n'est pas une traduction littérale, mais c'est proche, donc pensez-y bien. Puis, il y a des fois, il y a des marques qui sont complètement pas du tout des traductions, donc comme par exemple Shoppers Drug Mart, ce qu'on voit en Ontario, puis Pharmaprix qu'on voit au Québec, c'est pas du tout une traduction. Donc, dans ce cas-là, on pourrait procéder aux deux enregistrements. Et puis, je suis plutôt confiant que si Pharmaprix, disons, vous voulez ouvrir une pharmacie dans un quartier plus anglophone, pourrait le faire avec sa marque en anglais sans encourir de problème avec l'achat de la langue française. Donc, si on passe à la prochaine diapo, la règle de base, là, on est en matière d'étiquetage et d'emballage. Donc, on parle ici de petits casseaux de framboises que de poches de patates. La règle de base, c'est qu'au Québec, toute inscription sur un produit ou son contenant doit être en français. Il peut être aussi dans une langue autre que le français, mais le texte. Excusez, j'ai perdu le fil de mes pensées. C'est ça. Donc, on peut avoir une traduction, OK, dans une autre langue, donc l'anglais, mais la traduction, l'inscription ne peut pas l'emporter sur le français. En d'autres mots, le français doit être, ou la traduction doit être de même taille ou plus petite que l'inscription en français. Puis j'ai eu un dossier il y a quelques années, une compagnie américaine qui vendait des produits au Canada. Puis il y avait au Québec certains emballages américains qui étaient utilisés, qui étaient exclusivement en anglais, qui étaient évidemment problématiques. Mais quand même, cette compagnie-là est soucieuse du bilinguisme au Canada. Le plus possible, utilisait l'emballage européen pour ces produits vendus au Canada. Donc, l'emballage européen était en anglais, était dans 5 langues, anglais, français, espagnol, italien, allemand. Mais l'anglais est écrit plus gros, puis les 4 autres langues plus petites. Donc, il y avait un problème à ce niveau-là. On a réussi à le régler, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Puis aussi, tous les documents qui viennent avec les produits. Donc, s'il y a un livre d'instruction, un feuillet de garantie, peu importe, ça peut aussi être dans une langue autre que le français, mais ne peut pas l'emporter sur le français. Puis il ne doit pas être, en fait, la version ne peut pas être accessible de façon plus favorable que la version française. Je vous donne un exemple. Si on achète un produit, puis dedans, il y a un livre d'instruction uniquement en anglais, puis c'est écrit tout simplement dessus pour une version française, veuillez scanner avec le code QR ci-dessus pour obtenir une version numérique, bien, on n'est pas dans les conditions également favorables. C'est-à-dire que ça prend une étape de plus pour obtenir la version française, donc ça ne serait pas permis. Bon, donc, toujours en matière d'étiquetage et d'emballage, il y a des exceptions, comme toute chose. Donc, il y a les 4 exceptions dont on a discuté tout à l'heure. Puis, il y a des exceptions qui vous intéresseraient particulièrement. Par exemple, l'inscription qui figure sur un contenant servant au transport interprovincial ou international de marchandises. Donc, mettons une grosse boîte dans laquelle il y a des petites boîtes, ça va. Le produit est destiné à un marché extérieur du Québec, donc pour les exportateurs de fruits et légumes, les contenants ou les emballages dans lesquels se trouvent ces produits-là peuvent être dans la langue de destination uniquement, il n'y a aucun problème. Et puis aussi, c'est intéressant pour des membres qui écoutent ici aujourd'hui, un emballage d'origine d'un produit alimentaire périssable, donc des fruits et légumes, provenant de l'extérieur du Québec, pourvu que ce produit ne soit pas offert au détail dans cet emballage. Donc, par exemple, une boîte de bananes peut être uniquement en espagnol ou en anglais, mais en autant qu'une fois qu'on arrive à l'épicerie, qu'on sorte les bananes, qu'on les mette sur l'étagère. Donc c'est tant mieux pour ça. Et puis, donc, je vous donne un petit exemple. Petit exemple à la prochaine diapo. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit, c'est rien de novateur. Là. Ici, c'est un exemple que l'OQLF nous a fourni, c'est-à-dire qu'on a sur une face. Donc, en fait, les instruments peuvent être sur un à côté de l'autre, un au-dessus de l'autre, ou sur des faces opposées de produits comme on voit sur les boîtes de conserve souvent. Peu importe, mais ici, on a un exemple, c'est une boîte de tube de pâte à dents. Donc, on a une face qui est entièrement en français, l'autre face est entièrement en anglais. Les mentions sont de même taille, de même couleur. Il n'y a rien qui ressort plus que l'autre. On a Happy Teeth, qui est la marque, qui est la marque qui est en anglais, mais elle bénéficie de l'exception. Donc, elle peut figurer telle qu'elle sur l'emballage.
Donc, qu'est-ce que nous amène la loi 96? Si on passe à la... Et voilà. Qu'est-ce que de nouveau? Qu'est-ce que la loi 96 a changé en matière d'étiquetage et d'emballage? Pas grand-chose, ça c'est mon appréciation. Oui, OK, on spécifie, il y a le nouvel article 51.1 qui dit que si un générique ou un descriptif du produit est compris dans la marque qui bénéficie de l'exception, celui-ci doit figurer en français sur un produit. Et puis, c'est parce il y avait une tendance, des fois, pour contourner l'application de la charte de la langue française en matière d'étiquetage d'emballage. Il arrivait que des compagnies enregistraient le logo au complet comme marque de commerce, c'est-à-dire pas juste le mot ou pas juste le dessin, mais pardon, l'étiquette au complet, ce que je veux dire. Comme par exemple, on prend une bouteille de vin, l'étiquette au complet. Parce que des fois, il faut être en italien. On dit, ah, je vais de toute façon, j'enregistre la marque et je suis correct. Donc, pour éviter ce tour de passe-passe, donc le gouvernement est venu, pardon, l'Assemblée nationale est venu limiter cette exception-là. Donc, si dans l'étiquette, on prend le même exemple de la bouteille de vin qui dit tout simplement vino ou wine, ben ça devra aussi figurer en français. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Oh non, ben, avant d'aller là, je vais vous donner un exemple de comment l'OQLF interprète ce nouveau changement qui, je vous dis, entre en vigueur seulement en juin l'année prochaine. Prochaine diapo. Donc, on a à gauche, comme si on avait enregistré comme marque de commerce là, tout ce qu'on voit, l'écriture au complet sur la bouteille de savon. Et puis, on dit que ce n'est pas correct parce que Pear and Lavender, c'est un descriptif, ça décrit l'odeur ou les arômes du produit. Moisturizing hand soap, ça, c'est vraiment générique qui décrit le produit. Ensuite, on a une petite mention sur l'efficacité du produit qui est aussi descriptif. Donc, ça, c'est pas correct. Donc, ça prendrait une version comme on voit à droite où toutes les inscriptions sont reproduites en français de même taille. Mais on voit que Best Soap n'a pas été traduit. Et puis, ce que nous dit le QLF là-dedans, c'est parce que Best Soap est le nom du produit. Ben, tu sais, ici, je dirais que c'est un peu arbitraire. Parce que si on lit la loi, carrément, ça dit tout descriptif ou générique qui se retrouve doit figurer également en français. Mais excuse, soap pour du savon, c'est très, très générique. Puis best, à la limite, c'est descriptif, si c'est vrai, ou faussement trompeur. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Donc, tout ça pour dire que ici, moi, c'est mon opinion personnelle, puis partagée par certains de mes collègues avec qui je discute de la question, que c'est un peu un entourloupette un peu bizarre que le gouvernement a essayé de sortir. Comme je disais, tous ces changements-là ont fait un grand tollé. Ils ont reculé, ils ont rétro-pédalé beaucoup pour en arriver à une situation qui serait plus digestible pour les entreprises, pour éviter qu'il y ait beaucoup, un, de modifications d'emballage qui coûtent cher à faire, et deux, pour se retrouver avec des produits qui ne se retrouver des produits qui ne se retrouvent. En tout cas, de diminuer l'offre de produits au Québec parce que des sociétés étrangères, tout simplement, ne voudraient pas risquer de violer la loi. Donc, on a cet exemple-là qui est un mauvais exemple, mais si le gouvernement maintient cette interprétation-là de sa loi, bien, ça devrait passer. Puis je vais vous donner ensuite des vrais exemples qui suscitent des vraies marques enregistrées qui suscitent du questionnement. Donc, on a à gauche, vous l'aurez reconnu, là, la marque d'ananas. Donc, on a Del Monte Gold. Donc, là, Del Monte, ça va, parce que c'est clairement une marque de commerce. Gold, bon, là, est-ce qu'on tombe dans ces descriptifs du produit? Parce qu'on s'entend qu'un ananas, c'est pas mal doré comme couleur. Quality, c'est un descriptif de la qualité du produit. Extra Sweet Pineapple, ça certainement que ça devra être reproduit en français également. Dans l'exemple du centre, c'est un peu la même chose. On a Hand Selected qui décrit une façon dont le produit a été cueilli. Donc, selon moi, ça devrait être en français aussi. Chilean, Carica. Carica, c'est l'arbre, c'est un mot en français aussi, mais Chilean, donc il faudrait probablement utiliser chilien, carica, Chilean, carica, chilien, comme on voit des fois, c'est-à-dire qu'on met l'adjectif en français après, puis, ou avant, puis après, en tout cas. Green Earth,
produce, ben, produce, si dans le sac, c'est effectivement des fruits et légumes qu'on a, ça pourrait être problématique. Donc, donc ça, c'est des questions que ça suscite. Il va falloir travailler là-dessus. Si vous avez des nouveaux emballages, des questions, on peut s'en parler de façon individuelle. Mais la question en fait, que je me pose, c'est est-ce vraiment nouveau? Parce que on est au Canada, on est dans un pays bilingue, on peut passer à la prochaine diapo. Par exemple, vous êtes sûrement au courant de l'existence du règlement sur la salubrité des aliments du Canada, c'est un règlement fédéral applicable sur le territoire du Canada dans son ensemble. C'est sûr qu'il y a toujours des petites exceptions pour des petites productions locales, mais de façon générale, tout emballage de produits alimentaires, dont des fruits et légumes, doit avoir le nom usuel de l'aliment dans les deux langues officielles. Doit avoir la quantité du produit en français, le nom de l'importateur, l'origine, donc produit des États-Unis. Ça doit figurer. Donc l'exigence, la nouvelle exigence de la charte n'en est pas tant une. À la distinction suivante, je dirais, c'est que la loi fédérale indique c'est quoi le minimum de taille dont doivent figurer les inscriptions pour qu'elles soient visibles, mais n'impose pas que une langue ne peut pas être prédominée l'autre. Donc, on peut avoir un produit qui est vendu en Alberta, mettons, où c'est écrit en anglais en plus gros, en français en plus petit. Puis on le voit au Québec, ça. On le voit des fois des produits, surtout des productions un peu plus locales, qui sont moins exportées à l'extérieur du Québec, où c'est écrit en français en plus gros, en anglais en plus petit. Donc, ça respecte la charte et ça respecte la loi fédérale, mais le produit contraire qui vient de l'Alberta, où l'anglais est plus gros que le français, est conforme à la loi fédérale, mais pas à la loi provinciale. Et puis, la même, si on passe, en fait, il y a des lois similaires qui s'appliquent à toutes sortes de produits. Tous les produits de consommation qu'on trouve sur les étagères des magasins. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, une autre loi fédérale qui exige aussi la présence de bilinguisme sur des éléments essentiels, dont le nom du produit. Et puis, donc, c'est pratique courante au Canada de tout faire bilingue d'un océan à l'autre, c'est plus simple. Puis, on dit tout le temps en riant un peu, c'est pour ça que c'est comme ça que les anglophones apprennent le français hors Québec, en déjeunant le matin, en regardant leur boîte de cornflakes, puis qui font un peu le lien entre les mots. Donc, je vous dirais que, tu sais, pour les compagnies qui trouvent que, surtout les compagnies étrangères, hors Québec, qui trouvent que c'est peut-être lourd les exigences de la Charte de la langue française, mais on a juste à leur rappeler, mais attends une minute, là, il y a une loi fédérale qui s'applique aussi, qui exige la présence de français sur les emballages. Donc ça peut être un bon pensez-y bien parce que les compagnies, normalement, aiment ça, préfèrent ne pas violer les lois pour éviter des problèmes aussi sur leur image de bons citoyens corporatifs. À la différence, toutefois, que l'Office de la langue française est beaucoup plus proactif et insistant à appliquer sa loi que ne l'est le gouvernement fédéral par rapport à ça. Donc, c'est la seule nuance, mais je vous dirais que c'est quand même donc important de savoir que la charte, la loi française ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Puis s'il y a des entreprises qui réalisent maintenant qu'ils sont non conformes à la loi fédérale en raison des amendements à la loi québécoise, bien, tant mieux, ils pourront se conformer. Et puis, justement, en parlant de conformité, si on passe à la prochaine diapo, il y a une petite période de transition de 2 ans. Si vos emballages sont déjà fabriqués, là, vous n'aurez pas à les jeter aux poubelles. Venu le 1er juin de l'année prochaine, vous aurez 2 ans pour écouler vos emballages qui seraient donc conformes. À la prochaine diapo, peut-être pour conclure là-dessus, j'ai vu ça l'autre jour dans mon frigo à la maison, puis ça m'a fait réfléchir un peu, puis c'est intéressant. Bon, comme vous voyez, on a tout ce qui est, entre guillemets, descriptif générique comme pack, real, vrai fromage, c'est bilingue. Mozzarella, qui est un mot français et anglais, peut figurer qu'une seule fois. Black Diamond, c'est clairement une marque de commerce qui bénéficie d'exception, donc ça va. Puis là, c'est ici. Ensuite, on a ce qu'on appelle une sous-marque, parce que c'est la marque, c'est Black Diamond qui est le producteur, si on veut, du produit. Mais on a Cheese String, qui est la marque plus anglophone, qui se traduira en français par ficelle de fromage. On a la marque en dessous, Ficello,
qu'on utilise en français, mais qui n'est même pas un mot français, parce que le mot français, c'est une ficelle, à la limite ficelle, mais plus littéralement ficelle de fromage. Donc, il pourra avoir des dossiers intéressants qu'on va voir en raison de situations comme celle-là. Je vois que le temps file, puis je comprends que pour la plupart d'entre vous, l'important, c'est plus l'étiquetage et l'emballage de produits, mais il y a aussi l'affichage commercial, donc les devantures de magasins, puis ces choses-là. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. De façon générale, OK, tout affichage public, donc sur l'établissement d'un commerce, donc devant la porte, au-dessus de la porte et tout ça, doit être en français, peut aussi être dans une langue autre que le français, mais dans la mesure où le français est prédominant, puis par prédominant, on veut dire que le français est 2 fois plus gros que l'autre langue. Ça s'applique seulement sur les lieux des commerces, pas sur par exemple, les panneaux publicitaires qu'on voit sur les autoroutes ou sur des abribus, des choses comme ça. Donc, comme je vous disais tantôt, oui, il y a une autre exception importante peut-être pour vous, c'est les camions qui font qui se promènent, qui traversent la frontière du Québec, peuvent être bilingues également. Puis dans ce cas-là, le français n'a pas à prédominer, ça peut être égal. Donc, on peut avoir les 2 langues ou 3 langues ou 4 langues en autant qu'il n'y en a pas une qui prédomine le français. Comme je disais tout à l'heure, depuis 2019, à cette règle de base-là, en ce qui a trait à l'exception de l'utilisation d'une marque de commerce autre que le français, on est venu exiger une présence suffisante du français. Puis on a commencé à voir apparaître des choses comme on voit là, le Toys R Us jouet. Puis ça, donc si on passe, puis là, ici, voici si on fait quelques exemples rapidement. Un instant. Oups, un instant. OK. Et puis maintenant, c'est ça. La grosse différence entre maintenant et le 1er juin, c'est que maintenant, le français devrait être, si on utilise une marque, ce n'est pas juste une présence suffisante de français, c'est une présence nettement prédominante. Et puis, le règlement précise que par nettement prédominant, on veut dire que l'espace pris par les mots qui sont dans une langue autre que le français, donc tant la marque de commerce que tout autre écrit qu'on pourrait mettre sur notre affichage ne peut pas prendre plus que la moitié de l'espace français. Donc, l'exemple qu'on nous donne ici, c'est tiré des exemples que le gouvernement nous donne, on aurait comme aujourd'hui, vêtements Cool Kids, comme on le voit là, serait correct parce que Cool Kids bénéficie de l'exception, c'est une marque de commerce. Vêtements est une présence suffisante du français. Donc, on nous dit qu'à partir de... C'est là qu'on voit, c'est vraiment les magasins qui vont avoir des tours de magie à faire pour se conformer. Vêtements doit être 2 fois plus gros. Dans un cas comme ça, il faudrait arracher vêtements, faire de nouvelles lettres, puis les apposer. Voici d'autres exemples qu'on voit comme vêtements cost list. Donc ici, plutôt que de grossir vêtements pour le rendre 2 fois plus gros que costless, on a ajouté des mots, on a ajouté chaussures, mode pour tous. Donc, si on prend l'espace pris par vêtements, chaussures, mode pour tous, on calcule le centimètre carré en autant qu'il est au moins 2 fois plus gros que le centimètre carré que costless, on est correct. Puis ici, on a un exemple. Plutôt que d'utiliser des génériques comme on a fait avec chaussures et pour tous, on a mis un slogan pour habiller votre enfant avec style. C'est un exemple. Et puis là, ce qui m'amène à un cas intéressant, Canadian Tire. C'est gros, là. Et puis, ça prend beaucoup de place. Donc, ça va prendre beaucoup de services auto, quincaillerie, beaucoup de mots comme ça à rajouter sur la devanture du Canadian Tire. Et je me demande s'il y a même assez de place. Puis Canadian Tire ne sera pas obligé si on passe à la prochaine diapo, quasiment ajouter un étage c'est Merry Christmas, mais je veux dire pour avoir assez de place pour mettre tout le français. En tout cas, c'est pas votre problème, mais c'est la réalité de certains commerces. Finalement, pour le matériel promotionnel, et puis ça, c'est tant mieux. Il n'y a essentiellement rien qui a changé parce que, en fait, tout ce qui est nouveau, c'est ce qu'on voit en souligner ici, quel qu'en soit le support. Parce qu'avant, on ne précisait pas quel qu'en soit le support, puis certains pouvaient faire un argument que ça ne visait que le matériel papier ou physique, mais quel qu'en soit le support, c'est pour être certain que ça va chercher également Internet, les médias sociaux et tout ça. Donc, tout doit être en français.
Tout peut être également dans une langue autre que le français, mais ne peut pas être disponible de façon plus difficile, comme le même exemple que j'ai donné tantôt. C'est-à-dire que si on va au restaurant, voulez-vous un menu en français ou en anglais, on doit les donner. C'est pas, ben voici un menu en anglais, si vous en voulez un en français, levez-vous aller le chercher. Ça ne sera pas conforme. Les mêmes exceptions s'appliquent toujours sur les marques de commerce, les noms d'endroits, etc. Puis, à la différence de l'affichage, on n'a pas de compensation. Ce n'est pas parce qu'on met une marque en anglais sur notre dépliant, notre catalogue ou notre site web qu'il faut mettre plus de français pour compenser. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et puis, pour conclure, à 15 secondes du temps prévu pour respecter l'échéance de Marie, bon, quelles sont les conséquences de ne pas violer, de ne pas respecter la charte? C'est souvent la première question qu'on nous pose. Donc, ce sont des amendes. Et puis, OK, ça peut être pire. Des fois, ça peut être perdre le droit d'avoir des contrats avec le gouvernement et tout ça, mais restons-en aux choses plus simples. Puis des amendes qui peuvent être quand même salées, donc 7 000 pour une personne, c'est le double pour un administrateur d'une société, 30 000 pour une compagnie, ça double pour une récidive, ça triple pour toute récidive suivante. Donc, ça peut devenir cher, mais moi, en plus de 20 ans que je fais des dossiers qui touchent à ça, j'ai jamais eu un client qui a eu à payer quelconque amende. Parce que, premièrement, la loi ne peut pas juste envoyer, c'est pas comme un ticket de vitesse. Vous avez fait de vitesse, vous recevez par la poste une amende de 500 $, ça m'est arrivé l'autre jour, rien à faire. On peut le contester devant les tribunaux, mais je dis, on reçoit l'amende. Mais la charte, la façon dont elle est construite, c'est qu'on reçoit d'abord un avis de préavis de 15 jours. Fait qu'on soit, vous avez violé la charte, veuillez nous fournir vos explications, puis on ne peut pas imposer d'amende avant l'expiration du délai pour répondre. Mais ça, c'est dans la loi, mais dans la pratique, dans la réalité, si on reçoit un préavis d'infraction disant on note que il y a un party d'huîtres bientôt, tant mieux. Euh, donc, non, donc la réalité, c'est qu'on reçoit un préavis puis qui explique c'est quoi la non-conformité, puis qui demande de savoir qu'est-ce qu'on propose faire pour se rendre conforme. On peut appeler le fonctionnaire de l'Office de la langue française pour qu'il nous aide à amener les modifications requises. Et puis, bien franchement, ils sont très indulgents, très patients, dans la mesure où on est poli avec eux, puis qu'on démontre effectivement une volonté de, de se corriger. Et puis, dans l'exemple dont je vous donnais tantôt avec l'emballage européen qui était non conforme, puis l'emballage américain qui était non conforme, là, ça, c'était long, là, parce que le client avait beaucoup de stock. Les produits étaient faits en Chine. Il fallait qu'il donc refasse faire, puis on parle il y avait pas des centaines de produits presque. Donc, devait faire des nouveaux, des nouvelles, j'oublie le mot, là, pour imprimer. Donc, premièrement, devait convenir de nouveaux emballages, faire les bidules pour imprimer les emballages, ensuite emballer les nouveaux trucs qui venaient de Chine. Puis, fait qu'on avait quand même négocié un délai de près d'un an et demi pour permettre de se mettre à jour, de se mettre selon les normes, sans qu'il y ait eu d'amende quelconque. Puis j'ai un autre dossier, c'est un camping qui fait partie d'une chaîne américaine. Il y a 4 campings québécois qui font partie de cette chaîne-là. Le site web est en anglais parce qu'il y a 500 campings en Amérique du Nord, seulement 4 au Québec. Puis les Américains sont comme, ben, faut-tu vraiment faire ça? Fait qu'on a négocié avec le QLR, savoir quelle page spécifiquement devait être traduite en français, donc pas le site au complet, lesquels, et ensuite combien de temps ça va prendre. Puis ils nous ont donné un délai d'un an pour faire les changements. Donc, pour conclure, si on reçoit un avis de non-conformité de l'Office de la langue française, on ne panique pas, on regarde ça, on en parle, on peut appeler le fonctionnaire, on parle à un avocat, voir si effectivement est-ce qu'il y a des changements à faire. Parce que souvent aussi, l'Office québécois de la langue française a quand même un rôle un peu politique, là, si on veut. Là, puis des fois il l'interprète un petit peu plus lourdement que ça devrait. Et puis, tu sais, je vous ai mentionné certaines exceptions. Évidemment, ma présentation n'est pas exhaustive. Il existe d'autres exceptions dont on peut se prévaloir. Donc, chaque cas a le mérite, en fait, doit être analysé selon son mérite pour voir ce qu'il y a à faire.
Alors, sur ce, désolé d'avoir dépassé de 4 minutes, mais on peut dépasser de 4 minutes après 13 heures s'il y a des questions. Donc la parole ou les questions écrites sont à vous. Merci Pascal pour cette conférence qui nous rappelle nos obligations, nous donne les informations clés, les actions à implanter avec nos partenaires d'affaires. Nous abordons maintenant notre session de questions. Si cela n'a pas encore été effectué, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet discussion et chat. Éventuellement, vous pouvez aussi me faire un petit signe dans le chat en disant j'aimerais poser ma question par micro et on désactivera votre micro, activera plutôt pour que vous puissiez vous poser votre question. Et puis, je vous demanderais que vos questions soient d'ordre très général parce que je ne peux pas répondre à des questions spécifiques parce que je n'ai pas toute l'information, puis il y a des obligations déontologiques à respecter, tout ça. Donc, juste essayer de ne pas dire ah, ben moi, sur ma pancarte à moi, ça dit ça. Essayons de rester plus général. Ben, je vois qu'il y a un dans la boîte de chat. Est-ce que c'est une question? Non, il n'y a pas de questions pour le moment dans la boîte de chat, mais moi j'en avais quelques-unes en vous écoutant. Bon, ben, allez-y, Marie. Donc, par exemple, on a parlé des produits exotiques. Nous, ça nous Oui. concerne. Est-ce qu'il existe un lexique de référence qui recense tous les noms autorisés qu'on peut utiliser des produits exotiques? Non, je dirais que si c'est pas dans le dictionnaire, si c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français parce que le produit exotique n'a pas de nom français, ça devrait être correct, là. Puis ça aussi, ça va au-delà, je dirais, que du simple mot qui n'existe pas en français parce que si on va manger un pita shish taouk, ben shish taouk, c'est arabe pour brochette de poulet. On tolère parce que c'est un mets libanais, ou on appelle ça un shish taouk. Donc ça passe. Donc, je pense que c'est du cas par cas, il faut le regarder, mais non, mais parce que si on commençait à faire un lexique des mots autorisés, ça serait toute une encyclopédia britannica. Non? Ok, d'accord, merci. On a des questions parfois aussi concernant les logos de certification. Est-ce que, par exemple, la certification biologique, il peut arriver que ça Oui. soit fait par un organisme de certification biologique qui n'est pas forcément canadien ou québécois, donc dont la traduction n'existe pas forcément en français. Est-ce que c'est accepté ou il faut absolument le traduire? Non, parce qu'une marque de commerce, selon la loi, donc, inclut les marques de certification. Donc, une marque de certification est une marque de commerce reconnue par la loi. Donc, on serait correct. Mais là, par contre, si dans la certification, si dans la marque de certification, il y a un générique comme bio, Oui, voilà. non, en anglais, ils disent organic, je pense, en français, on dit Oui. bio. Si c'est écrit chez organic, moi, j'aurais tendance à croire que dans la marque de certification, il y a l'utilisation d'un mot descriptif qui devrait être traduit. Puis aussi, puis moi, ce que je dis souvent quand je donne des conférences comme ça à des gens hors Québec, c'est que c'est pas juste une question de respecter la loi, c'est une question de s'assurer que, de ne pas vexer personne, parce qu'au Québec, il y a des gens qui prennent ça quand même à cœur, puis qu'ils vont décider sciemment de ne pas acheter un produit si l'emballage n'est pas écrit en français. Et puis, c'est aussi de s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'ils achètent. Donc, c'est au-delà de la loi comme telle. D'accord, merci. Bon, c'est un petit peu plus clair. J'avais aussi une question. On parle des marques reconnues, des marques déposées, mais quand est-ce qu'on peut considérer qu'une marque n'est non reconnue? Et Ah quel oui. cas? Ben, c'est ça. En fait, ça serait une marque qui ne correspond pas à la définition de marque de commerce. Puis une marque de commerce, par la loi, là, je veux vraiment de mémoire, là, c'est soit une marque qui est, est employée dans le but de distinguer ses produits et services de ceux d'une autre entreprise, ou qui est apte à distinguer. Donc, si c'est un. Puis il y avait une décision là-dessus, quelqu'un qui voulait faire valoir cette exception-là, mais c'est un slogan qui était extrêmement descriptif de. C'est comme. Je vois un peu, je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme The best plumber in town. Ben, je suis désolé, le meilleur plombier en ville,
c'est pas une marque de... Ça serait, la loi ne le reconnaîtra pas comme une marque de commerce, à moins que ce soit pour des ordinateurs. Si sur mon iPad, par exemple, ça c'est un bon exemple, ma tablette, c'est de marque Apple. OK? Apple, on parle de fruits et légumes, c'est un descriptif pour un type de fruit. Donc, si on utilise Apple sur des pommes, ben, on n'est pas une marque de commerce qui serait reconnue parce que c'est un générique. Par contre, si je mets Apple sur un ordinateur, un téléphone, ben, c'est plus un générique. Donc, c'est une marque de commerce reconnue parce qu'il faut le mettre dans le contexte des produits et services avec lesquels elle est employée. D'accord. Donc, pour être certain que ma marque n'est pas dans une marque, n'est pas une marque reconnue, il faut que je me mette dans le contexte, en fait, Oui, et puis il faut qu'elle puisse distinguer ou avec l'emploi, soit devenue distinctive. Parce que parce que c'est l'objet d'une marque de commerce. Le but d'une marque de commerce, c'est pour que le public soit en mesure d'identifier la source ou la provenance du produit ou du service. Donc, si la marque n'a pas cette fonction-là parce qu'elle décrit le produit sans donner quelconque indication que ce produit-là vient d'un tel et non de l'autre tel, ben, c'est plus une marque de commerce. Mhm. Merci. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à poser, sinon j'en ai recensé quelques-unes. Donc, c'est Vous soit avez, c'était très clair ou personne n'a rien compris, puis ils veulent pas poser de ouais, questions. ou peut-être déjà appliqué tellement bien la réglementation que Ah, oui. le fait que la nouvelle réglementation ne les bouscule pas trop, c'est peut-être un bon Ben non, signe. ben, j'espère que ça les rassure, que ça rassure notre auditoire, parce Ouais. qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. En fait, comme je disais, la loi est beaucoup plus large que ce dont on vient de parler. Comme par exemple, les entreprises, avant, c'était à 50 employés et plus devaient avoir un programme de francisation, mais là, c'est réduit à 25. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui tombent entre le 25 et 49 qui doivent mettre en place des programmes de francisation. On n'a pas parlé de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup des effets de cette loi-là. Mais en ce qui nous concerne, nous, sur l'affichage, l'étiquetage, l'emballage, tout ça, c'est minime. Fait que tant mieux. Est-ce que je peux revenir sur un exemple que je trouvais intéressant, celui de Del Monte avec les mots gold et qualité? Oui. Euh, en fait, le mot gold et qualité est associé à la marque de commerce. Et donc, je me Mais ouais. Je dirais que demandais si c'était c'est réellement un débattable. descriptif, ouais, si c'était Ouais, réellement un descriptif du produit, mais ou plutôt de la marque de commerce. Et auquel cas, est-ce que c'était nécessaire finalement de le traduire ou pas? ben, je dirais qu'on est clairement dans une zone grise. Moi, je dirais, si on a le choix, OK, si on est aujourd'hui en train de planifier l'impression de ces emballages pour les prochaines années, je dirais, optons pour être plus safe que moins. Si par contre, on n'est pas certain puis on ne planifiait pas changer son emballage avant un bout de temps, bon, laissons-le comme ça puis voyons. Parce que puis, les choses vont se clarifier aussi. Le règlement n'est pas encore en vigueur. L'Office de la langue québécoise et de la langue française n'a pas encore émis toutes ses directives, Mhm. et directives et guides d'interprétation. Puis rappelons-nous qu'un un organisme gouvernemental n'est pas une autorité pour interpréter une loi. Ce sont les tribunaux puis les avocats, mais ultimement, c'est les tribunaux. Euh, on peut retenir contre le gouvernement sa propre interprétation. Donc, si on revient à l'exemple de Best Soap, on pourrait dire au gouvernement, non, mais vous avez émis vous-même la directive comme quoi Best Soap, c'était correct, donc je suis correct. Ils sont presque liés par leur propre interprétation. Mais dans le cas qu'eux préconisent une interprétation plus restrictive que ne l'exige la loi, ben, on peut le débattre. Et puis, ultimement, si on n'est pas content, on va devant un juge, puis le juge peut dire non, Office de la langue française, je m'excuse, votre interprétation est trop restrictive. Mais là, après ça, c'est la question, c'est est-ce qu'on veut dépenser des dizaines de milliers de dollars pour débattre un point qui coûterait peut-être juste 5 000 à rectifier autrement. Donc, il y a toujours ça, là, la question, c'est combien ça coûte pour faire valoir mon point par rapport à combien ça coûte de me conformer. Puis souvent, malheureusement, mais c'est comme ça dans toute chose, on cède plutôt que de faire valoir ses principes. J'ai vu trop de gens dans ma carrière qui pour des raisons de principe, se sont rendus, en tout cas, ont dépensé beaucoup d'argent et ont perdu beaucoup de nuits de sommeil. Donc, essayons de régler ça de façon pratique, puis vendre des produits, c'est ça l'objectif. Euh, On voit que vous avez l'expertise et l'expérience sur ce sujet-là. J'ai une petite question de Jessie Bélanger.
Elle dit, est-ce que la loi s'applique uniquement à la vente au détail ou est-ce que ça s'applique aussi à la vente en gros format à d'autres industries? Ah, ben oui, OK, bonne question. La réponse, c'est oui. OK? Puis ça, c'est une autre distinction avec la loi fédérale. Les lois fédérales auxquelles j'ai fait référence tantôt s'appliquent seulement dans les cas de vente au détail ou aux consommateurs, pas dans les contextes purement commerciaux, alors que la loi québécoise, oui. C'est pour ça qu'il y avait quand même quelques exceptions dont j'ai fait part. Si votre gros emballage est utilisé dans du transport transfrontalier ou arrive d'un autre pays, on est correct dans la mesure où on le vide avant, mais effectivement, par contre, oui, elle s'applique. Par contre, il y a moins de chances de délation ou de plainte à l'OQLF parce qu'une entreprise qui a commandé un produit, sachant ce qu'elle commandait, le reçoit dans un lavage non conforme. Donc, la réponse est oui, mais en pratique, c'est moins risqué. Merci. On arrive à la Et fin de puis notre aussi, webinaire. juste pour un autre point, il y a aussi, parce que je comprends que parmi vos membres, il y a des petits maraîchers qui peuvent avoir des kiosques. Mhm. Euh, il y a des exceptions pour des. Mais quoi que c'est un maraîcher au Québec, un petit kiosque, normalement, ferait tout en français, mais pas nécessairement. Ça pourrait être un maraîcher anglophone. Donc, il y a des petites exceptions. Fait que je dirais pour les petits kiosques maraîchers, on s'en on n'a pas besoin de s'en formaliser tant que ça. Mais en tout cas, pour la loi fédérale, c'est sûr. Moi, j'ai écouté cinquième rang l'année passée, puis la ferme Goulet et Filles il y avait un kiosque, en fait, un petit magasin sur l'île de la ferme, puis ils vendaient leurs propres produits préemballés, qui probablement, comme c'est une très, très petite production très locale dans une localité francophone, aurait probablement bénéficié d'une exception au niveau de la loi fédérale pour avoir un étiquetage seulement en français. Donc, ça, c'est donc pour les maraîchers qui ont des petits kiosques qui veulent afficher seulement en français, peuvent probablement le faire. Ah, très éclairant. Merci. J'ai un petit commentaire qui dit que tout était très clair et qu'on est bien content que l'impact ne soit pas si important. Donc, Bon, vous ben, avez tant bien mieux. fait. On arrive au bout de notre webinaire. Sachez que Monsieur Pascal Lezon vous pouvez le contacter directement au courriel qu'il nous a communiqué. Puis il répondra dans la mesure où ça ne rentre pas en conflit avec d'autres clients. Comme vous dites, vous avez un Oui, code de déontologie, mais n'hésitez pas à le contacter sinon. exact. Si vous avez quelques questions d'ordre très général, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions spécifiques qui nécessitent l'ouverture d'un dossier, parce que le barreau nous l'exige, ben là, il y a une recherche de conflit à faire. Donc, ça peut être un petit peu plus long et compliqué, mais ça me fait plaisir d'aider tous et chacun. Alors, nous espérons que vous avez en appris sur la loi 96 et la manière de l'appréhender et l'appliquer au sein de votre entreprise et que vous possédez maintenant quelques idées pour la mettre en place. Alors, comme indiqué au départ, en introduction, nous vous communiquerons la présentation développée par Monsieur Lozon ainsi que le lien pour visionner l'enregistrement. Un grand merci à notre partenaire BCF Avocat d'affaires pour la tenue de ce webinaire. Merci encore à notre expert maître Pascal Lozon ainsi qu'à tous pour votre présence à ce webinaire. Un webinaire, voilà, un webinaire sur ce même sujet se tiendra aussi demain à la même heure en anglais pour les membres anglophones de l'industrie des fruits et légumes. Et comme Monsieur Lozon l'a indiqué tout à l'heure, on a bien prochainement un grand événement, le dernier de notre année 2024, qui a lieu en présence. Donc, la partie 8, le 8 novembre au Club du Golfe métropolitain à Anjou. Inscrivez-vous-y pour pouvoir y assister. Merci beaucoup, merci de votre écoute et bon après-midi.